ces mécanismes d'interprétation étaient déjà dans l'humain avant sa naissance. Qui a implanté ces mécanismes? Ce sera son nom ou son adresse? Quel mécanisme Cieux-Lest ont implanté ces mécanismes dans l'humain? Et dans quel but? Dans le but de l'empêcher d'évoluer puis de se conscientiser. Mais quels sont ces mécanismes? Bon, d'une façon innée, c'est-à-dire des choses qui sont là à la naissance, l'être humain a d'une façon innée la capacité d'intelligence ou non, la capacité d'intellectuance, la capacité d'émotivisation, la capacité de psychologiser les choses, il a la capacité de légiférer ou non. À la naissance, l'humain est déjà à 80% bâti. Maintenant, c'est une programmation qui peut être altérée au cours de la vie. Donc, une fois que l'humain vient au monde, le milieu va faire en sorte de remplir les 20% qui manquent et progressivement, l'humain qui, disons, avait une certaine hauteur au niveau programmation va voir sa hauteur grandir, c'est-à-dire que le 20% du milieu finit par prendre plus d'ampleur. Alors, il finit, autrement dit, par diluer en termes de quantité la programmation de base. Et on finira par avoir un adulte qui, rendu à 50 ou 60 ans, aura probablement 60% de programmation qui proviendront de l'interprétation face au milieu. Interprétation basée en fonction, évidemment, de ce qu'il avait à la naissance au niveau de l'inné. L'être humain est structuré de façon... L'être humain, c'est un paquet de choses. L'humain, c'est un carrefour. C'est-à-dire que l'être humain sert non pas à une chose, mais sert à plusieurs choses. Nous sommes une forme de laboratoire. Alors, il y a plusieurs expériences qui sont tentées en même temps. L'humain sert à entretenir le monde de la mort, qui sert à énergiser les structures éducationnelles des intraterrestres. L'humain sert à nourrir le monde de la mort de façon à maintenir les dieux en vie. L'humain sert à exprimer de l'émotivité dans le contexte planétaire de façon à rendre plus esthétique, progressivement à rendre plus velouté toute l'interrelation qui existe entre les choses dans l'événementiel. L'humain sert à recevoir de l'intelligence qui provient d'une effusion, ça date de 15 milliards d'années, qui provient d'une effusion créationnelle. L'humain sert à recevoir chez lui de l'interprétation d'intelligence pour permettre à l'intelligence de parvenir à être supportée par la matière. Donc l'humain est une forme de prédigesteur et de digesteur. Il digère la matière pour la rendre digestible par l'intelligence, il digère l'intelligence pour la rendre digestible par la matière. L'humain est aussi une solution clé en ce qui concerne la mécanique de gestion des mémoires, c'est-à-dire que l'humain a la capacité de cumuler de la mémoire chez lui. Cumulant de la mémoire chez lui, il est capable de régir le temps dans sa conscience psychologique et il sera capable, à un moment donné, de donner de l'information à l'intelligence supramentale qui est instantanée, donc qui est extratemporelle. Il sera capable de lui donner de l'information en ce qui concerne une mécanique qui fait partie d'une dimensionnalité qui n'est pas connue de l'intelligence, que nous, on va appeler le temps. C'est-à-dire que l'intelligence a accès à toutes les informations en même temps, mais elle n'est pas capable de vivre la valeur énergétique de ce que c'est qu'un déplacement dans le temps. Donc, il ne connaît pas la mémoire. L'humain sert aussi à maintenir une relation, un contact, énergiopathique en majorité, télépathique dans le reste, entre toutes les différentes parties de l'univers local dans lequel nous sommes, à partir en relation avec les parties effusées qui, à l'époque, te constituaient. L'humain sert aussi de conservateur des véhicules génétiques qui ont été engendrés à travers le cours de la création par ce qu'on appelle les mécaniques élohimiques, donc les Elohim. Alors, l'humain est un conservateur de la génétique. Il est un perfecteur de la génétique, donc il fait partie aussi, en termes de laboratoire, d'une mécanique qui pourra servir pour donner des gènes de façon à ce qu'on puisse recréer des corps dans d'autres contextes refroidis comme celui de la planète Terre. L'humain sert aussi à émanciper la mémoire à travers le temps. L'humain sert aussi à permettre à la matière d'établir des liens avec tous les différents mondes parallèles. Et l'humain sert aussi à résorber lorsqu'il vivra une fusion, lorsque l'être humain ne sera plus un humain, lorsque l'être humain deviendra un être, le contexte humain servira aussi à la résorption, donc au solutionnement de la création. Donc, ce sont en majorité les rôles qui sont attribués à l'humain.
Maintenant, étant donné qu'il y a plusieurs rôles qui sont donnés à l'humain, pas des missions, des fonctions, des rôles, il y a des gardiens. Il y a tout un service de gardiennage beaucoup plus efficace que dans les prisons, et qui ne tombent jamais en grève, et qui ont comme fonction de préserver au maximum chaque individu pour que l'individu puisse servir le plan auquel les gardiens sont assujettis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement ça, qu'on a une prison, par exemple, avec 2000 prisonniers. Là, si quelqu'un dirait, oui, mais regarde, s'il y en a 5-6 qui s'évadent, c'est pas grave, il t'en reste encore 1294. C'est vrai. Mais c'est que le gardien n'est pas là pour avoir 2000 prisonniers ou en avoir au-dessus de 1500. Il est là, lui, pour que pas un s'échappe. Donc, lui, c'est pas l'ensemble qui l'intéresse. C'est l'individu qui va vouloir se pousser. Un gardien, c'est comme ça que ça fonctionne. Le propriétaire pourrait se dire, j'ai 2000 mouches, une qui s'en va, je m'en fous. Mais celui qui est là pour garder les mouches, les 2000, il s'en fout. C'est celle qui veut partir qui l'intéresse. Alors, c'est la même chose au niveau de l'humain, au niveau de l'évolution ou de l'ascension de l'humain. Les mécaniques de gardiennage sont là pour préserver les corps physiques, préserver les contextes humanoïdes, donc à forme humaine, pour faire en sorte que le rôle auquel eux sont assujettis puisse être maintenu. Autrement dit, ici, on a des gardiens qui sont là pour préserver l'humain, pour que l'humain continue à nourrir le monde astral, le monde des dieux, par exemple, le ciel, par sa prière, par sa peur, par son émotivité, par ces choses-là. Ben, ces gardiens-là vont faire en sorte que chaque fois qu'un humain voudra s'en détacher, il va être là pour le ramener dans le droit chemin. Le droit chemin, évidemment, c'est le chemin des autres. Si à un moment donné, il y a un gardien qui est là simplement pour pouvoir ramasser de l'énergie astrale, astro-émotive, de façon à nourrir les contextes instructifs des extraterrestres, ben nécessairement, si un humain tente à s'échapper de ça, il y aura des gardiens pour le ramasser. Autrement dit, il y a sur, disons par exemple, sur 17 fonctions majeures de l'humain, il y aura au moins 16 structures de gardiennage. Ce qui va faire en sorte que quand l'humain commence à s'émanciper, quand l'humain commence à se conscientiser, quand l'humain commence à s'écologiser, ben, il y aura toujours une ou des mécaniques de gardiennage qui vont venir forcer l'humain à rentrer dans les rangs. Et c'est la problématique parce que nous, on pourrait dire, écoute, il y a en masse d'humains pour qu'ils puissent nourrir. Oui, il y en a en masse d'humains, mais encore une fois, le gardien, lui, ne s'occupe pas de ceux qui sont là, il s'occupe de ceux qui ne veulent plus être là. Alors, c'est ce qui va faire en sorte que toutes les structures auront été établies sur le contexte planétaire et nécessairement à travers les engrammes, donc ce qui aura été implanté dans la conscience de l'humain avant même sa naissance. Tout a été prévu pour que l'humain puisse facilement être ramenable. Autrement dit, les prisonniers qui peuvent s'évader sont tous pourvus d'un émetteur greffé, d'un torsionnaire greffé, etc. Alors, quand une personne s'échappe, tu appuies sur 2-3 boutons, puis là, tu fais mal à la tête. Puis là, quand elle a suffisamment mal à la tête, elle se dit, écoute, j'ai le choix, je reviens en prison, ben non, je continue à avoir mal à la tête. Alors, la personne ne revient en prison. Bon, après ça, tu es une autre prison, par exemple. Tu passes du premier étage de la prison, tu descends au sous-sol. Mais là, ceux du premier étage, ils aiment bien t'avoir au premier étage. Les autres, ils vont commencer à peser sur un bouton, puis tu vas commencer à avoir des démangeaisons. Ça démange, ça démange, ça démange. Quand tu n'auras le bol, tu remontes au premier étage. Et là, ce qui arrive très, très souvent, c'est que mettons qu'il y a 8 étages dans ta prison, tous les gardiens s'entendent entre eux pour te partager. Les autres, ils n'ont pas le choix. Alors, si tu restes trop longtemps au sous-sol, ben là, on autorisera les autres à te faire souffrir pour que tu remontes. C'est là que ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu au sous-sol, ben là, on commence à te torturer pour que tu redescendes. Donc, l'individu, on l'amène à l'église. Quand l'église, quand la matière souffre un peu, ben là, on le torture un peu, il retourne dans la matière. Puis quand l'église s'ennuie, ben là, on le torture un peu, il retourne dans l'église. C'est un peu, là, je prends 2 gros exemples, mais l'humain passe son temps à se promener un petit peu comme ça. Il est végétarien, il est un petit peu omnivore, il est un petit peu ici, un petit peu ça. Bon, jusqu'à temps que finalement, il se désassujettisse de certaines mécaniques. Donc, il y a effectivement des stratégies de gardiennage. Au départ, l'humain est créé à partir du besoin planétaire, donc du besoin absolu au niveau de la planète. Donc, l'humain va être créé en fonction de tout ce qu'il pourra remplir comme fonction. Et nécessairement, on lui attribuera, on l'inculquera chez lui, on implantera avant même sa naissance, pendant sa constitution. Évidemment, quand c'est aujourd'hui, c'est la génétique des 2 parents qui va simplement implanter tout ce qu'il faut là-dedans. Les parents sont poignés et ils vont s'arranger pour, volontairement, transmettre à leur enfant toutes les structures de poignage. Puis l'enfant, quand il est au monde, il est poigné lui aussi. Bon, puis là, il est poigné, puis il se dépogne un petit peu, puis il se pogne ailleurs, puis il se dépogne pour se pogner, puis finalement, ben là, il se pense dépogné, il est pogné au bout, puis là, il est rendu un adulte, puis là, il transmet ça à ses enfants lui aussi, puis ça continue comme ça. Bon, celui qui est dans la religion, il est dépogné. Tu sais. Celui qui vient d'en sortir, il est dépogné. Celui qui vient de rentrer, il est dépogné de la matière. Tout le monde est dépogné. Tout le monde est pogné.
Alors, donc, c'est implanté de façon à ce que l'humain serve plusieurs contextes en même temps. Et c'est pourquoi l'humain doit parvenir à se centrer sur lui, à se centrer dans son intelligence. Parce que si l'humain parvient à se centrer dans son intelligence, cela voudra dire que l'humain est capable de se reconnaître en tant que valeur absolue. Cela voudra dire que l'humain est capable de définir maintenant les rôles et les fonctions qu'il voudra jouer. Et cela veut dire que l'humain se désassujettira donc karmiquement des mécaniques des forces archangéliques, c'est-à-dire de tout ce qui dirige l'évolution des groupes. Et nécessairement, l'humain va donc se désassujettir de toutes les formes de gardiennage, c'est-à-dire que tous les implants qui sont placés chez lui vont nécessairement disparaître. Alors donc, il y a une intelligence évidemment absolue à ce que l'humain n'évolue pas trop vite, pour la simple raison que l'humain est un réservoir absolument phénoménal d'expérience et de rayonnement énergétique dans l'astral, dans le vital, puis dans des contextes qui sont extraterrestres. Par contre, nécessairement, quand l'intelligence commence à toucher l'humain, eh bien, c'est le temps que tout le véhicule humain serve que l'intelligence, donc nécessairement, on devra le désassujettir. Mais pour le désassujettir, l'intelligence ne tient pas à ce que des mécaniques de gardiennage grimpent dans l'ère nouvelle. Donc, on doit s'arranger pour anéantir l'ego. C'est-à-dire qu'on prend l'énergie de l'ego sans la forme et on va en faire un double éthérique. Donc, on n'anéantit pas, mais on va détruire la forme de l'ego, c'est-à-dire l'identification que l'ego avait de lui-même dans sa mémoire. Et par la suite, on va ramasser le corps physique, on va créer un véhicule qui va être beaucoup plus lumineux, ce qu'on appelle le véhicule de lumière, qui va être capable de recevoir que de l'intelligence, mais qui ne pourra plus recevoir d'engrammes réincarnationnels de l'astral, du présent, du passé ou de l'avenir. Évidemment, il y aura un corps physique qui va être muté, donc il n'y aura plus rien de caractéristique, plus aucune caractéristique qui se réfère aux parents. Donc l'humain sera un être neuf sous contexte planétaire. Maintenant, comme je vous dis encore une fois, c'est que tant que l'humain n'est pas suffisamment centré sur lui, tant que l'humain n'a pas compris que c'était présentement, qu'il était rendu dans au temps où il pouvait maintenant changer, ben nécessairement, les mécaniques de gardiennage font tout pour que l'humain ne puisse pas bouger. Donc on l'empêche d'avancer, on le fait évoluer ou on le stagne. C'est ça qui a implanté les schémas d'interprétation. Et l'humain aime bien ces schémas d'interprétation. Je rencontre souvent des individus qui sont tannés. Tannés. Mais qui ne veulent pas changer. Ils sont juste tannés. Parce qu'à un moment donné, quand une personne veut abandonner une chose, elle doit abandonner son antagoniste. C'est deux choses. L'humain vit dans un contexte dualiste présentement. Donc, si tu veux abandonner tes parents, tu dois abandonner l'idée que tu es un enfant. Mais bon, si tu veux abandonner la mort, tu dois abandonner la vie. Tu dois être. Si tu veux abandonner la souffrance, tu dois abandonner le bonheur. Si tu abandonnes le malheur, tu dois abandonner le bonheur. Pourquoi? Parce que les deux, le bonheur, c'est quand tu n'as plus de malheur. Donc, on te donne du malheur, parce qu'on te l'autre, là, c'est le bonheur. Mais quand ça fait un bout de temps que tu es dans le bonheur, tu ne le vois plus. Fait que là, tu te fous la gueule, tu te fais des chicanes, tu t'endettes, tu te crées des problèmes. Là, tu retombes dans le malheur, puis après ça, ben là, quand on t'en libère, tu reviens dans le bonheur. L'humain doit accepter d'abandonner les visions dualistes des choses. Ça veut dire que l'humain n'est plus un homme ou une femme, l'humain n'est plus un enfant ou un adulte, l'humain n'est plus rien de ça. L'humain est un humain, l'humain est un être, ça finit là. Sauf qu'il y a encore beaucoup de gars qui veulent être un être masculin. Il y a plusieurs gars qui veulent être un être. Ils disent non, c'est vrai, je suis un être. Si t'as un corps de femme, ah ben là, c'est pas un être. C'est un être à la condition que c'est pas une femme. Ou c'est un être à la condition qu'elle ne soit pas un homme. Ou c'est un être à la condition qu'elle ne soit pas un enfant ou que ce soit pas un adulte. Encore une fois, les personnes souvent jouent, s'amusent à vivre des choses. Alors l'humain doit... Les personnes qui sont poignées, là, vous dites qu'ils ne veulent pas changer. Est-ce que c'est un manque d'énergie qui fait ça? Oui, mais quand l'humain ne veut pas changer, c'est simplement parce que c'est pas le temps qu'il change. L'humain, c'est pas qu'il ne veut pas changer. L'humain est convaincu qu'il ne veut pas changer, mais c'est parce que l'humain ne peut pas vouloir changer. Quand l'humain peut vouloir changer, c'est parce que l'intelligence commence à venir chatouiller ses cordes. L'humain peut vouloir changer, ça ne veut pas dire que l'humain peut changer. Ça veut dire qu'il peut vouloir changer. Alors l'humain, il fait partie de ceux qui vont crier « Je veux changer ». Tout. Bon, il ne peut pas faire plus, il n'est pas assez écœuré. L'écœurement, c'est extrêmement important, mais quand je dis d'utopiser, c'est de créer de l'écœurement, mais un écœurement, évidemment, qui n'est pas un écœurement, qui ne doit pas être un écœurement, qui va être déprimatif. Quand plusieurs personnes qui ont lu la Cité de Seth, quand ils ont lu la Cité de Seth, ils se sont bien rendus compte qu'on utopisait énormément là-dedans. C'est-à-dire qu'on compte une histoire qui est assez réelle dans le contexte planétaire avec ce romancier. Bon. Et on utopise énormément. L'utopisation, c'est pas pour dire à la personne « je ne veux plus vivre sur ce monde-ci ». Là, elle veut fuir. L'utopisation t'amène l'énergie nécessaire pour que tu veuilles changer des choses. Pas pour que tu rêves d'être ailleurs. Tu aurais rêvé d'être ailleurs. C'est pas ça qui va rien changer. Tu n'es pas écœuré, là.
T'as un rêve à tétaner, c'est tout. Quand l'humain devient suffisamment écœuré, il va être capable de bouger. Sauf que dans le contexte actuel planétaire, la seule façon d'arriver à éliminer les programmations innées, tous les engrammes, c'est la colère mentale. Et la colère mentale, c'est quelque chose qui se fait de plusieurs façons. C'est évident, bon, il y a un séminaire sur la colère mentale que certains ici ont déjà suivi. Quand c'est appliqué, c'est fonctionnel. Il y a la colère mentale douce. Mais à un moment donné, quand on est écœuré d'être écœuré, ce qui se passe énergétiquement chez l'individu, c'est une supra-colère mentale. Bon. Et quand la personne elle est rendue dans cette supra-colère mentale-là, elle arrive à éclairer les choses énormément, puis là, elle va avancer de plusieurs échelons. Est-ce que ça s'est déjà fait, ça? Oui. Et ça s'est fait aussi dernièrement, puis il y a d'autres stratégies. La colère mentale, c'est quelque chose qui... Non, la super colère mentale. Oui, ça s'est fait quelques fois. Mais la colère mentale elle-même, c'est quelque chose qui va être de plus en plus à développer dans les temps à venir pour plusieurs choses. Je vais donner quelques petits exemples ici, comme ça, là. Bon, on sait que la colère mentale, il y a une stratégie importante pour la faire. Très souvent, les personnes qui l'ont fait ne le faisaient pas comme il faut. Des personnes qui ont fait le séminaire aussi, puis qui n'accomplissaient pas tout. Pourquoi? Parce que les gens avaient appris, les gens n'avaient pas compris. Il y a toujours des adaptations. Mais à un moment donné, il y a une personne que je connais qui me dit qu'elle veut absolument changer, puis je sais que dans son intelligence, elle est prête à changer, mais je sais que dans son corps physique, dans son corps vital et astral et mental, elle n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'elle a trop de karma, trop de dettes. Elle s'assujettit à ces dettes-là. Elle se prend pour un autre, pire qu'elle. Et à un moment donné, bien, on est quelques individus, et puis là, on a fait une colère mentale, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé contre l'astral. On a parlé contre, on a dit que c'est Maurice, par exemple, et bien, on a passé 2-3 heures, 3 heures et demie, à parler contre Maurice. Et pas en sidétisant, pas en parlant contre lui dans le sens émotif. Ah, c'est vrai que c'est pas ça. C'est que là, on a fait une colère mentale, puis c'est le maudit Maurice qu'on gueulait après. Tout ce qui n'est pas correct chez Maurice, ah ben, il a passé au cache. Il y en avait. Il allait par là, il n'a pas dû dormir fort cette nuit-là. Et puis, c'était pas toi, mais je te donne un exemple. Et puis, quand je l'ai rencontré quelques heures plus tard, tout était réglé chez lui. Pourquoi? Parce que nous, on est allé le régler dans l'astral. C'est-à-dire qu'au lieu de dire parce que de temps en temps, on va dire à la personne, ben oui, mais force-toi un peu, mais oui, mais fais ci, mais oui, mais fais ça. Elle ne peut pas. Fait que là, on est allé casser la gueule aux entités en haut qui la chalent. Et puis là, la personne, elle a passé, c'est mieux. C'est une colère mentale... pas tout à fait comme celle que j'explique au séminaire, mais c'est essentiel de toute façon de minimum connaître la base pour pouvoir arriver à faire ça. Mais dans le temps, plus les choses vont aller, les individus auront accès à la chirurgie astrale, les individus auront accès à la colère mentale. Maintenant, il ne faut pas une colère mentale sur un individu qui ne veut pas changer. S'il ne veut pas changer, cassez tout ce que vous voudrez dans l'astral, à part le déstabiliser complètement, vous ne pourrez rien faire d'autre, il n'est pas prêt à changer. Il y a des béquilles, là, puis il a besoin de ses béquilles, il a encore mal aux jambes. On y ôte les béquilles, ben, il tombe dedans. C'est tout. Celui qui a des béquilles, là, puis qui marche sans ses béquilles, mais sont collés après lui, ses béquilles, là. Il marche les bras de même, les béquilles restent là. Fait qu'il accroche le monde, puis il accroche les arbres, puis il faut qu'il rentre de travers d'un porte. Lui, il peut marcher. Bon, ben lui, on va aller chercher quelque chose pour dissoudre de la colle, puis là, on va y ôter ses béquilles. Mais quelqu'un qui marche avec ses béquilles, il laisse ses béquilles. Puis très souvent, l'humain ne comprend pas ça. Les personnes vont se dire, ben mais cette personne-là, moi, je l'aime bien, là, puis ça pourrait changer, ce serait mieux, fait qu'on va le faire une colère mentale pour casser la gueule à son ego. Parce que entre la sorcellerie, la magie noire et puis l'intelligentiation d'action, il y a un fossé gros comme le Grand Canyon. Mais pour un géant, le Grand Canyon, c'est une petite craque. Les individus souvent ne voient pas. Parce que les personnes... j'explique souvent aux réunions du groupe Genesis que l'humain doit s'arranger pour parvenir à un état où il ne prendra plus aucune décision en fonction des besoins planétaires. Donc, il ne pourra plus colorer son intelligence. Il te manque de l'argent, ben là, le karma, c'est plus ça, puis c'était l'affaire, puis tu vas chercher. Hein, ben, t'es jaloux de quelqu'un, ben là, l'intelligence, t'en colores différemment. On ne doit plus jamais descendre d'intelligence en fonction des besoins planétaires. Pour que cela se fasse, l'humain doit parvenir à se libérer de toutes les contraintes. Et pour que l'humain parvienne à se libérer de toutes les contraintes, l'humain doit comprendre, pas apprendre, comprendre un paquet de choses. Et la colère mentale fait partie des mécaniques de désajustissement des choses. Étant donné que l'être humain est présentement organisé de façon à être manipulé à 100 000 $ par un paquet d'entités, étant donné qu'il sert à plusieurs choses, la colère mentale, c'est de l'expression d'intelligence mal digérée puis mal reçue par un ego. Ça, c'est ça, la colère mentale. Donc, pour que l'individu puisse parvenir à ce genre de choses-là, il faut qu'il ait un contact avec l'intelligence. Il faut qu'il sache comment amener l'intelligence dans l'astral, donc dans son ego, pour créer une réaction violente qui sera la colère.
Une colère qui ne sera pas émotive. Une colère qui sera régie par le mental, évidemment. Pour ceux qui écoutent la cassette, je parle plus, là. Je me mouchais. Non, mais les schémas d'interprétation, la personne va accélérer la cassette, relancer la cassette, essayer de voir ce que... L'humain est limité parce que l'humain est illimité. Alors, les mécaniques qui se servent de l'humain ont extrêmement peur que l'humain parvienne à l'émancipation. Et c'est évident que quand un humain arrive à s'en sortir, il y en a 4 ou 5 qui vont suivre, puis il y en a 25 qui vont suivre, puis il y en a 200 qui vont suivre, puis il y en a 200 000, puis il y en a 2 milliards, puis il n'y en a plus d'humains près. Alors, nécessairement, les entités astrales, ils se disent toutes, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a des choses que je ne peux pas dire là parce que les entités, il y a plusieurs phénomènes astraux qui écoutent, puis ils ne peuvent pas comprendre toute la mécanique des choses. Mais... Est-ce qu'elles peuvent arriver jusqu'à attaquer physiquement un individu pour pas qu'il sorte? Sauf que quand l'individu commence à se centrer un peu sur lui, l'astral n'attaque pas l'individu, parce que si l'astral attaque l'individu, l'astral se fait taper en tabarouette par des parties hautes de l'astral, par l'intelligence, par un paquet de choses. Plus ça va, moins les individus peuvent être des martyrs. Les individus qui sont conscients peuvent être un martyr de la conscientisation. Et les MTS, les martyrs de la transition, il y en a encore. Il n'y a presque plus de nouveautés là-dedans. Là. C'est pas mal atteint, c'est pas mal saturé. Mais les martyrs de la conscientisation, un individu qui est extrêmement correct, puis là, qui se fait taper dedans, puis taper dedans, puis taper dedans, sauf s'il réincarne du japonais, puis qui se fait requérir sans arrêt, quelqu'un qui ne s'aime vraiment pas, lui, il va se faire mal tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir de mécanique. Il serait à la lune, puis il se ferait mal encore. Il ne s'ouvrirait pas beau, puis etc., puis il serait tout seul là-bas. Bon. L'individu qui se conscientise est de plus en plus protégé, c'est-à-dire que l'astral peut de moins en moins venir lui faire mal, comme tu dis là. Mais je connais des individus qui sont des batailleurs de rue. Ouais. J'en connais une, entre autres, mais j'en connais d'autres aussi, des personnes qui sont des batailleurs de rue. C'est-à-dire que le batailleur de rue, qu'est-ce qu'il sait? Lui, il sait que quand on se bat ensemble, puis à un moment donné, tu tombes à terre, tu te fais mal au coude. Alors moi, ma tactique, c'est de taper juste le coude. C'est affaiblir ton point faible. Alors, il y en a qui réincarnent des batailleurs de rue parce qu'il y en a qui sont mal quelque part, puis après ça, ils sont mal là, puis tout mal, tout à même place. Tout à même place. Ils lâchent pas, c'est correct. C'est une bonne stratégie. Il y a des personnes qui se punissent sans arrêt, il y a des personnes qui essaient de s'émanciper, et puis là, les engrammes viennent leur dire, écoute, tu veux t'émanciper, mais regarde comment t'es con, puis regarde comment t'es conne, puis regarde ci, puis regarde ça. Alors, on s'arrange pour rendre les individus malades toujours. Hein? J'expliquais dernièrement, il y a une personne là, qui elle vient pour embarquer dans son automobile, la poignée est restée dans ses mains. Alors, à un moment donné, la poignée de l'autre porte aussi est restée dans ses mains, à un moment donné. 2-3 jours après, bon, elle ne peut plus rentrer dans l'auto. Et puis, à un moment donné, bien, elle prête son auto à quelqu'un, la personne s'en va avec l'automobile, d'un coup, le capot ouvre à moitié en avant. Il est resté sur le circuit en sûreté, sinon il est ouvert au complet. Et puis, quelques jours après, elle prend son automobile, elle descend travailler, puis c'est le toit ouvrant qui part complètement, puis tout ouvrant. Alors là, la personne, elle se dit, écoute, ça c'est sur 2 automobiles. Elle a 2 automobiles, les 2 ont des problèmes avec les ouvertures. Premièrement, ça ne veut pas s'ouvrir, puis ça s'ouvre. Les portières, c'est compliqué, le capot s'ouvre, le toit ouvrant décolle. La personne doit comprendre des choses, sauf sans ça, la personne va continuer à se taper dedans sans arrêt. À un moment donné, elle va se faire voler chez elle. Il va se passer au niveau des ouvertures. Alors, c'est évident qu'un individu qui n'est pas suffisamment vivant, puis suffisamment conscient pour interpréter les mécaniques, pour se servir de l'effet barométrique, donc pour être capable de comprendre ce qui arrive chez elle, minimum pour changer les choses chez elle, pour que ça cesse d'être par barométrie exprimée à l'extérieur, elle va continuer à avoir des problèmes. Les personnes font souvent ça avec leur corps, avec leur santé ou ces choses-là, mais ce n'est pas nécessairement de l'astral qui attaque l'individu. L'individu est capable de se maltraiter tout seul très, très, très suffisamment. Mais c'est évident que l'individu qui se conscientise, qui ne se centre pas suffisamment sur lui, qui prend du temps, puis qui niaise souvent, ben, à un moment donné, lui, il y a des chances qu'un aigle astral vienne le ramasser, puis qu'il... Ouais. C'est quoi la mécanique qui fait ça? Qui fait que les poignées lâchent, puis le toit ouvrant s'en va? En fait, tu écoutes une conférence du vendredi que j'ai faite, là, il y a quelque temps. C'est l'effet barométrie, c'est-à-dire que, en résumé... La question, c'est pour ceux qui n'étaient pas de ta conférence. Ah, ben, qui écoutent la cassette. La réponse, c'est pour eux autres aussi. L'humain fonctionne par logique. Puis sa logique est extrêmement limitée par ce qu'il a appris, puis elle est limitée par le cartésianisme, c'est-à-dire par ce qu'on appelle scientifique.
Bon, j'ai déjà prouvé souvent que les mathématiques étaient aussi fausses que la philosophie ou l'émotivité. On pouvait se tromper aussi bien avec les mathématiques qu'avec d'autres choses. Sauf qu'on a décidé que les mathématiques, c'était vrai. Mais on peut faire des calculs mathématiques pour arriver à des résultats totalement différents, puis l'ordinateur va arriver au même résultat totalement différent, puis le résultat n'est pas bon, mais le cheminement est bon. L'être humain, lui, il est programmé, il est orchestré, il est organisé. Et à travers toute son orchestration complète, tous les petits schémas qui sont à l'intérieur de lui, ce sont des schémas qui font partie de son inconscient, c'est-à-dire que ce sont des schémas qui sont dans le genre, ça tu connais pas, ça tu connais pas, ça tu connais pas, ça tu connais pas. As-tu vu le film Robocop? Oui. Bon. Te rappelles-tu de ce qu'il y a dedans? C'est un individu. Il y avait au moins l'acteur. Un policier. Un Ouais. policier. Alors, c'est un policier, bon. Pour comprendre l'idée simplement. Alors lui, c'est un bonhomme qui s'est fait massacrer un peu, on le récupère dans une expérience et puis on en fait un robot. Okay? Il y a une différence entre libérer et désinhiber. C'est pour la bonne. Mais, et puis à un moment donné, ben, là, il y a des règles. Par exemple, la première règle qui apparaît toujours dans sa tête quand il vient pour arrêter quelqu'un, ça va être, bon, mettons, disons, je dois respecter la loi, je dois faire ceci, je dois faire cela, il y a 3 règles. Mais il y a une 4e règle, puis quand il vient pour la lire, elle, il ne se passe rien, il n'y a rien. C'est une manipulation, mais celle-là, il ne peut pas la connaître. Alors, pour lui, il y a juste 3 règles au niveau de sa conscience. À un moment donné, il décide d'arrêter quelqu'un, mais cette personne-là fait partie de la direction de la compagnie qui l'a créé. Quand il vient pour l'arrêter, là, la 4e règle apparaît. Tu n'arrêteras jamais personne à la tête de cette compagnie. Fait que là, les 3 règles sont là. Il veut arrêter, puis il ne peut plus, la 4e l'empêche de le faire. Lui, il ressemble à quelqu'un qui veut se désinhiber. Il est totalement à côté. Alors, il veut, il a beau contracter ses muscles, etc., il essaie de bouger son bras avec son arme, ça fonctionne pas, il peut pas. Plus il va forcer, plus la tête devient perturbée, il y a des petits courts-circuits qui commencent à apparaître là-dedans, il y a de la difficulté, il n'arrive plus à comprendre, il ne peut pas. Assez qu'il peut même aller jusqu'à s'écraser à terre, parce que les 3 règles disent arrête-le, puis la 4e dit arrête-le pas. Une contradiction. L'humain est bourré de règles comme ça, des règles que tu ne vois pas, puis à un moment donné, quand ça sera le temps d'arriver contre un gardien ou d'arriver contre une stratégie, cette règle-là va apparaître. Elle va t'inhiber. Bon, la désinhibition, évidemment, c'est de traverser toutes ces règles-là au complet, parce que l'intelligence va venir reprogrammer la structure au complet. Pourquoi ça arrive chez l'humain? Ben, ça arrive simplement parce que la façon dont l'humain est construit, donc, c'est qu'une grande partie de tout ce qui le constitue, lui, est ignoré de sa conscience. Et la conscience qu'il se sert est une conscience mémorielle qui provient de l'expérience qui a été engendrée par la conscience inconsciente, c'est-à-dire par les programmations qu'il ne connaît pas. De ce fait, l'humain va finir par se faire une vision des choses en disant « Mais oui, mais c'est parce que c'est le même que ça fonctionne. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis quand l'humain commence à être intelligent et qu'il est de plus en plus frustré par l'illogisme des choses, l'incohérence des choses, et puis là, l'humain, normalement, doit commencer à son processus d'écœurement. Et plus il va s'écœurer, plus il faut qu'il comprenne que c'est illogique, ça n'a pas de sens. C'est comme le Robocop. On va dire « Monsieur Robocop », peut-être poli. Je dois arrêter les criminels. Je ne dois pas arrêter les dirigeants de la compagnie. Mais si c'est un criminel, oui, mais c'est un dirigeant de la compagnie. Oui, mais c'est un criminel. Oui, mais je ne peux pas l'arrêter. C'est un dirigeant de la compagnie, mais il faut que j'arrête les criminels. Mais bon, là, il est pogné. Fait un court-circuit. C'est ça. Alors, l'humain, souvent, arrive à ça où il va découvrir que c'est de l'incohérence totale. Par exemple, bon, l'émotivité, c'est niaiseux, mais il faut que j'ai des relations émotives de temps en temps pour nourrir mon corps astral. Mais le corps astral, un jour, il faudra qu'il se débarrasse des liaisons émotives. Il faudra qu'il vive du sentiment plutôt que de l'émotion. Mais présentement, j'ai encore besoin d'émotion, même si je trouve ça débile. Puis tout le monde devient une espèce de gros casse-tête d'incohérence. La personne doit attendre, l'intelligence va venir tout reprogrammer les casse-têtes au complet pour en faire quelque chose de bien. Sauf que les individus, souvent... Parce que ce que l'humain, de toute façon, l'humain est programmé pour ne pas être capable de supporter l'ignorance. Donc, quitte à inventer n'importe quelle réponse, mais on doit inventer une réponse, comme ça on va être correct. Puis l'humain est programmé aussi pour être incapable de supporter la vérité, la réalité. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est toujours un petit morceau qui vient tout de faire ton mensonge cosmique, c'est-à-dire ta programmation. Puis comme tu es bâti pour te supporter par ta programmation, un morceau de réalité, ça nuit. D'où l'importance de se servir de nos schémas d'interprétation pour préserver l'intégrité de la psychologie. Sauf qu'encore une fois, le schéma d'interprétation, lui, préserve l'intégrité de la psychologie en détruisant l'intégrité de l'intelligence. Puis l'humain, à un moment donné, il ne choisira pas, mais il va passer d'un camp à l'autre. Puis entre les deux, il faut juste qu'il se déniaise. Puis se déniaiser, ça veut simplement dire être capable de comprendre, capable de tolérer, d'être mal pris. Bon, je comprends plus rien, là. Ben, je comprends plus rien. Tu sais, c'est un état exact, comme si tu dirais, tiens, je suis euphorique. Ben, t'en fais pas une crise quand tu es euphorique? C'est la même chose. Pourquoi je suis euphorique? Pourquoi rien? Tu étais content. Tu sais, j'ai le pep là, pour faire du ménage.
T'arrêtes pas pour te dire, comment c'est? J'ai dit, fais pas ça, moi, là. Tu sais, ça vient de où? Je comprends pas ça, mais comment ça? T'arrêtes pas. Mais quand t'es malheureux, au lieu de te dire, tiens, j'ai dit, fais pas être malheureux. Bon, ben, soyons malheureux. Ça va passer. Non, là, l'humain, il en fait tout un drame. Alors, qu'à un moment donné, vous comprenez plus rien. Ben, vous comprenez plus rien, c'est tout. Attendez, vous allez comprendre plus tard. Vous ne comprenez plus rien. C'est une mécanique, c'est simple. À un moment donné, tiens, je me sens que je suis connecté, là, je suis plus connecté. Ben oui, c'est ça, vous êtes plus connecté. Ben oui, mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas attendre. Tu sais, quand vous avez faim, là, c'est bon maudit de manger, hein? Quand vous n'avez plus faim, là, en faites-vous un drame. Ah, mais j'ai plus faim, je vais mourir. J'ai plus faim. Si je mange plus, je vais faire quoi? Ça me rappelle, C'est exactement ce que l'humain dit. ça me rappelle Michel Lacerte. Il dit, j'aimerais ça avoir envie de manger. Ah oui, oui, l'autre fois, ouais, c'est ça, ouais. Il aimerait ça avoir envie de manger. Ben c'est ça, ben l'humain, c'est la même chose. Il n'arrive pas à supporter le fait que là, il n'y a plus faim. Tu sais, là, on va se coucher, mais je suis pas fatigué. Ah, OK, ben reste debout, reste pas debout si t'es assis. En tout cas, reste éveillé. La personne n'en fait pas un drame. Mais à un moment donné, il y a d'autres choses où on en fait un drame. Et puis ça fait partie de ça des pertes d'énergie. C'est des schémas d'interprétation. C'est simple. Mais l'humain, il plante. Quand il arrive des signes, comme l'affaire des poignets, ce qui est peut-être difficile, c'est d'interpréter ce signe. Là, on parle qu'il ne faut pas interpréter, Non. mais décoder. Très facile à voir, c'est ça, le décodage. Décoder. Très facile à décoder ou à interpréter, très facile. Parce que tu prends la poignée qui est cassée, puis là, tu dis, qu'est-ce que ça peut représenter? C'est une porte. Est-ce que j'ai peur d'ouvrir des portes? Ou y a-t-il des mondes qui me sont interdits? Des mondes auxquels je suis totalement collé présentement. Mais tu pourrais dire, peut-être qu'il faudrait que je change d'emploi, puis je veux pas. Peut-être que je veux changer d'emploi, puis il faut pas. Peut-être que, OK, c'est pas grave. Le décodage, là, tu le décodes comme tu veux. Interprète-le comme tu veux, ça va être bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune relation entre ce que tu vis et l'extérieur. Si tu commences à être suffisamment conscient, par télékinésie inconsciente, tu vas arriver à faire des mouvements dans la matière sans le savoir. Les porte-toi, etc. Bon. Quand tu vas décider de décoder d'une certaine façon, demande-toi pas si c'est ça ou pas ça, puis demande pas à quelqu'un d'autre qui en pense. Décide que c'est ça. Là, automatiquement, tu établis des liens énergétiques entre une problématique chez toi et une expression extérieure. Okay? Il y a des liens réflexes qui vont être établis. Qu'il y ait du rapport avant ou pas, ça n'a aucun rapport. Là, il y a des liens réflexes qui sont établis. Quand tu vas changer ça, par réflexe, la matière va s'améliorer à côté. C'est le processus du miracle. Ça n'a rien à voir avec un livre que tu as lu. Puis oui, mais les autres, ils disent que quand tu renverses ton verre d'eau, là, ça veut dire qu'il y avait de l'eau dans ton verre. L'eau, c'est de l'astral. Si je renverse de l'eau, c'est peut-être parce que j'ai trop d'émotivité refoulée. C'est peut-être parce que... Arrête. Trop d'émotivité refoulée. Si tu as juste dit ça, il y a au moins ça. Parce que tu n'auras pas pensé à quelque chose que tu n'as pas. C'est peut-être d'autres choses. Oui, mais c'est pas grave. Tu renverses trop d'autres choses. Bon. Là, pour l'instant, c'est ça, tu as décidé que c'était. Fait que là, maintenant, tu vas essayer de faire attention, tu vas fouiller chez toi pour trouver quelle émotivité qui est refoulée, qui devrait sortir, ou quelle émotivité. Mettons, quelqu'un va dire, ouais, mais regarde, moi, quand je renverse de l'eau, c'est peut-être parce que j'exprime trop d'émotivité. Ah, c'est aussi bon, c'est aussi bon. Ah, lui, il n'exprime pas assez quand il renverse de l'eau, puis moi, je l'exprime trop quand je renverse de l'eau. Exact. Tu lis pas un livre là-dessus. Si on écrit un livre là-dessus, c'est pour que tout le monde pense la même chose. Ça va fonctionner aussi. Mais il va falloir que tu lises le livre, il va falloir que tu te rappelles comment c'est, il va falloir que tu fouilles dedans. Tu vas apprendre, tu n'auras jamais compris la mécanique du décodage. Donc, avec ces exemples-là, la personne, elle a juste à s'asseoir un peu plus loin, pour recevoir des morceaux. Puis elle décode. Puis quand elle a décodé, là, maintenant, elle vérifie chez elle. Puis si elle a décodé quelque chose, c'est que c'est vrai chez elle. Elle travaille. C'est tellement facile. Vous avez un problème au rein, vous avez un problème aux cheveux, vous avez un problème à la tête, au nez, vos lunettes vous font mal, sont toujours tout croche, on dirait que vos oreilles baissent, on vous ajuste les lunettes comme il faut, puis rendu à la maison, c'est encore tout croche, c'est comme si une affaire s'était passée. Voulez-vous voir la vie? T'sais, vous autorisez-vous à être confortable de la tête? T'sais, vous sentez-vous bien avec vos lunettes sur le nez? On regarde, puis on décide. Puis après ça, ben là, on fouille chez soi. C'est pas plus compliqué. Mais c'est trop simple. Moi, j'ai une lampe chez nous, une lumière dehors. Elle brûle tout le temps. Je la change. Puis 2 semaines après, brûlée.
Puis j'ai deux lampadaires dehors. L'autre brûle jamais, celle-là brûle tout le temps. Il peut y avoir un problème électrique qui est Oui, là. un problème mécanique, oui. Ben oui. Et puis, ben là, je me dis, ben, il y a une lumière qui brûle toujours, l'autre brûle pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, pour l'instant, j'ai changé la lumière. Et puis, etc., ça brûle, il n'y a rien à faire, elle brûle toujours. Ça, c'est, j'en ai une qui est près de ma maison, elle ne brûle jamais, puis celle qui est près du stationnement, elle doit brûler. Puis, pratiquement, c'est pas correct, parce que celle qui est près du stationnement, au moins qu'elle reste allumée, tu sais, avec les automobiles qui sont là-dessus, au moins c'est clair. Mais puis les autres, on s'en balance, il y en a 4 après la maison, puis il y en a une. C'est la mauvaise qui brûle. Et jusqu'à temps que je me rende compte que quand je mets le 100 watts là-dedans, la boîte est trop petite, ça chauffe énormément. Comme ça chauffe énormément, ça chauffe la lampe. Comme ça chauffe la lampe, finalement, finit par s'user plus vite. Fait que là, je mets une 60 watts, elle brûle plus. Tu sais, un électricien dirait, tu vois, il fallait pas en faire une crise psychologique, c'est même qu'à mettre une 60. C'est vrai. Mais maintenant, si je fouille quand même chez moi, peut-être que j'exprime trop de choses à l'extérieur, puis pas assez chez moi. Peut-être, mais non, elle tapoterait comme tu voudras. Mais si je regarde juste ça, je peux me dire, bon, mais ça a peut-être l'allure aussi. Ça m'a permis de trouver quelque chose. Un décodage, je n'ai rien à foutre du décodage. Là, je mets une 60, ça ne brûle plus. Puis ça brûlera encore, ben là, je continuerai à fouiller. Mais une chose certaine, c'est qu'à un moment donné, moi, j'avais une automobile qui perdait beaucoup d'huile. En tout cas, c'était un diesel, mais c'était un moteur à essence. Mais quand j'allais au garage, je disais toujours, mettez de l'huile puis checker l'essence. Bon, parce qu'elle brûlait plus d'essence d'huile que d'essence. Et puis, à un moment donné, ben, je change des choses chez moi, j'améliore des choses. Puis le moteur prend de moins en moins d'huile. Puis quelqu'un embarque dans l'automobile. Puis l'automobile avance, ça puait, s'en allait, ça se promenait. En tout cas, j'avais 2 pistons qui fonctionnaient sur 8. Et puis, je descends l'individu à un arrêt d'autobus, la personne elle s'en va. L'auto roule à merveille. À un moment donné, avec cette même auto-là, d'ailleurs, quand je levais mon chauffage, je sentais les chaussons pour pommes McDonald's. Et puis, je m'en allais dans une direction particulière à un moment donné, puis l'auto a de la misère à monter les côtes. Elle avait 160 000 milles déjà, puis bon. C'est la difficulté à monter les côtes, fait que là, je me dis, je me rendrai jamais. Revire d'abord, elle roulait comme une neuve. Il y a des côtes, la même chose, c'est impeccable. Revire, elle va bien, on revire d'abord, plus capable, ça veut pas aller. On revire d'abord, elle va bien. En tout cas, finalement, j'ai pas été, parce que là, j'étais tanné. Ça veut dire quoi? J'ai changé encore, moi, j'ai conscientisé des choses, puis l'automobile s'est replacée. À un moment donné, je m'en suis acheté une autre, je l'ai prêté à un de mes amis. Lui, il a perdu le réservoir d'essence. Il y a une personne qui a traversé la voie entre les deux voies de circulation sur le pont P9. Je trouve qu'il y a une place, en tout près de P9. Puis elle a capoté, puis elle est venue frapper mon char sur le côté, elle a défait l'arrière. Et puis, à un moment donné, lui, il s'en allait à une autre place avec, puis le moteur a figé bien raide. Il n'y a plus d'huile dedans. Puis moi, ça m'avait toujours bien servi. La deuxième automobile, même chose, elle détectait le monde. Est-ce que je peux y faire confiance ou pas? Lui, je l'embarquais avec moi, puis si l'auto marchait pas... Okay. Elle aussi, on approchait du 160 000 milles, puis à un moment donné, ben là, je m'en allais en Polynésie, fait que j'ai donné mon auto à quelqu'un. J'ai donné, elle était heureux. L'auto, elle n'a jamais servi, elle n'a jamais redémarré. Tout était fini dessus, quand il l'a eu. Alors là, fini. Moi, j'ai payé 400 $, puis je l'ai gardé 1 an et demi de temps. Elle était fini dessus, fini. Pas rien qui fonctionnait. Même la cour à scrap, il n'en voulait pas. Pourquoi? Parce que l'automobile était capable d'être supportée parce que ce que moi j'étais. Bon. À un moment donné, je me suis acheté des autos neuves, puis il y avait des petits défectueux, puis c'était la même chose. Puis quand je changeais de quoi chez moi, ça changeait là. Bon. J'essaie de signaler, puis le système de signalement ne fonctionne plus. Ah. Peut-être que je dirige mal mes employés ou mes entreprises. Essayer d'avoir quelque chose, les gens ne voient pas où je m'en vais. Peut-être que c'est pas ça. Après ça, si je regarde comme il faut, c'est évident que les gens ne peuvent pas voir où je m'en vais. Je ne sais pas moi-même. Je n'ai rien à foutre avec les mots de lumière, tu vas dire. Non, mais ça m'a permis de comprendre une chose. Puis là, après ça, ben là, quand j'ai changé ça, ben finalement, j'ai vérifié l'électricité, il n'y a rien qui marchait. Je l'ai amené chez les concessionnaires, ils ont fouillé, il n'y a rien trouvé. Là, je devais revenir, mais je ne suis jamais retourné parce que j'ai pogné une bosse, puis ça s'est même marché. Et moi, j'avais réglé mon affaire. C'est plein de banalités. Mon klaxon qui ne fonctionne pas. Puis quand je sors du restaurant, il y a une auto qui ça klaxonne dans le fond là-bas. Là, c'est la mienne. Ça klaxonne ça. Tu sais, bon, mais là, tu te dis, ben écoute, quand c'est le temps de parler, je le fais pas. Puis quand c'est pas le temps, je me tais pas. C'est quelque chose à voir. Ben là, j'y étais. Puis là, il a fallu que je tape dessus. Puis le klaxon finit par fermer sa grande gueule. J'ai rajouté 2 noix d'étanchéité pour éloigner. Puis ça a fonctionné. C'est plein de banalités comme ça, mais tu décodes des petites choses, puis tu apprends, puis ça va bien. Ça faut être à l'écoute de ce qui arrive.
Même pas être à l'écoute. Être à l'écoute, non. C'est que moi, là, quand j'étais jeune... prendre conscience, au moins. Quand j'étais jeune, je tirais aux cartes. Je prenais des cartes, je les mettais sur la table, puis là, je disais, il va t'arriver ça, tu es ça, etc. C'était bon. Après, j'ai appris qu'il aurait fallu que j'apprenne ça dans les livres, tirer au tarot. Et moi, je l'avais appris sans livre, j'avais des cartes, j'avais pas de livre. Mais j'étais bien meilleur que ceux qui apprenaient dans le livre. Parce que ceux qui apprenaient dans le livre, chaque fois qu'il y avait deux cartes qu'ils n'avaient pas vues placées comme ça, ils allaient voir dans le livre, puis ils cherchaient, puis... Oui, mais quand ils sont à l'envers, ça signifie quelque chose. Ah oui, moi, quand ils sont à l'envers ou à l'endroit, pour moi, c'est la même chose, c'est bien plus facile. Et mon interprétation est aussi bonne que leur. Quand tu lis dans les marques de thé, tu regardes la table ici, là. Tu peux définir l'avenir avec la table ici, là. Avec toute l'eau qui est là-dessus, là. Eh oui. Pourquoi? Parce que tout ce que ça fait simplement, c'est que ça branche ton astral là-dessus, ça libère ton intuition, puis ton intuition se branche sur quelque chose que ta conscience voulait avoir ou que ta mémoire demandait, puis tu vas aller chercher de l'information. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de cartes. Les cartes sont là pour stimuler. Le pendule est là pour stimuler l'eau, les marques de café, c'est là pour stimuler. Mais les événements, c'est la même chose. Quand tu sors dehors, la première goutte de pluie qui te tombe, elle te tombe pile sur le nez. Ça veut dire quoi? Il mouille. Ça veut dire qu'il pleut, c'est une bonne chose. T'as un grand nez, peut-être. Tu sais, l'individu ne sort pas en se demandant, c'est sûr qu'on peut décoder n'importe quoi. Il faut relaxer un peu. Comment ça se fait que quand je regarde certains films, moi, que j'ai toujours manqué, que je veux voir, quand ils passent à la télévision, c'est toujours la fin, que j'arrive toujours à la même place, que je suis toujours arrivé quand je le regardais. Tu sais, alors j'ai déjà vu ce film-là, c'est ce bout-là que j'ai vu, justement. Rien à faire. C'est la 4e fois que je le vois, ouais, j'allume, ah, c'est ça, à la même place. Peut-être qu'il joue juste ce morceau-là. Ah, peut-être bien des affaires. Puis là, tu peux t'amuser à décoder, tu peux te laisser faire. Tu peux aller louer à cassette. Ça, j'ai fait, mais... C'est pas nécessaire que tu décodes chaque petit morceau, mais chaque petit morceau peut t'apprendre quelque chose. Mais pas parce que le verre d'eau, là, est pas là pour t'apprendre des choses. Spirituellement, c'est ce qu'on va dire. Ça ne veut rien dire. Mais tu peux en profiter. Ça va te parler. Mais c'est juste toi qui te parle. Tu regardes la lampe ici, ça fait penser à quoi? Quand j'étais jeune, moi, je voyais des gros dragons dans le ciel. Je regardais les nuages. Les monstres, les dragons, mon professeur de français, tu sais. Plein d'affaires que je voyais dans le ciel comme ça. Et puis... Et puis, à un moment donné, ben là, je m'amusais à interpréter l'avenir. Puis ça fonctionnait. Puis là, j'ai appris que l'avenir était toujours en mouvement. Les maudits nuages, ils se promenaient. Fait que c'est tellement facile, on décode de cette façon-là, c'est extrêmement banal. L'humain est dans une... Parce que tout était prévu pour que vous vous en sortiez pas. J'espère que vous en êtes rendu compte. Mais tout est prévu pour que l'humain s'en sorte. Sauf que ça fait des milliers d'années qu'on se vautre dans le traditionnalisme. Là, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bonne, ça vaut pas la peine. Après, vous allez vivre, vous allez mourir. Ça va te prendre pour un autre, puis t'es pas psychologue, t'es pas diplômé, t'es pas ci, t'es pas ça. Puis mais on plein. Tout ça pour vraiment rien. Mais comme l'affaire des je reviens au poignet, le gars pourrait bien dire, ah ben c'est un hasard si ça arrive. Ben, on peut essayer de avoir raison. Il peut dire, c'est à cause que mes manque d'air dans mes pneus. Il peut avoir raison. C'est parce qu'il est temps d'acheter un billet de tri. Il va avoir raison. Le temps qu'il en achète un, tout Québec a besoin d'argent. Bon. Il l'interprète à sa façon. Non, pas l'interpréter. Mais quand tu dis que c'est le hasard, ouais. C'est une interprétation. Pogné de porte, clic, ah ben c'est le hasard. Dans ce tour, ah ben c'est le hasard. Dans un tour, coupe, ah c'est le hasard. Bing, ah ben c'est le hasard. Mais là, on va aller me coucher parce que le hasard, là, comment ça me fait pas mal. Non, mais des fois, on veut pas voir l'arrière. Je te dis, mais tu fais ce que tu veux, moi je me dérange pas. Si tu décides que c'est le hasard, c'est le hasard. En réalité, c'est le hasard. Mais ça me dérange absolument pas. Il y a des journées, moi, où je me lève, j'essaye une affaire, ça fonctionne pas, un autre, ça marche pas, bon, je marche. Je me risque plus. Toute la journée va être pourrite. La dernière fois que je me suis risqué, j'ai fini un mois à l'hôpital. Cette journée-là, il fallait pas. Ah, il fallait vraiment pas. J'ai respiré dans le banc de neige en partant de la maison. Là, c'était un témoin de Jéhovah qui me poussait. Et puis là, j'étais pressé. Fait que là, je me suis en allé. Puis après ça, je t'ai mis me faire le plein. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais pas mes cartes de crédit avec moi. J'avais pas d'argent non plus. 35 $ d'essence, pas une scène. Je rentre dans le garage, la personne a dit, est-ce que c'est vous, monsieur qui a fait des conférences? Je dis oui. Ben, j'ai pas d'argent. Il fallait ça dégoïser.
Et puis, finalement, je me trouve mes scènes noires, moi, dans une affaire. Là, j'avais 35 piastres. Juste qu'il fallait en scène noire pendant 10 cents, 25 cents. Fait que j'ai dit, monsieur sur le comptoir, ils ont tout compté, c'était parfait. Tu sais, là, t'arrives, tu fais passer un examen, puis là, ils te perforent le colon, puis après ça, ils t'envoient quand même chez toi, mais j'y vais pas, je suis pas sûr. T'arrives à l'hôpital, puis là, ben là, ils demandent ce que t'as, tu leur expliques, ils te font attendre, puis au bout de 5 heures, le médecin te voit, puis il dit « Oh, mais c'est grave ce que vous avez! » Je dis « Bon. » Il dit « On va vous faire prendre les radiographies. » Tu prends les radiographies, t'attends. Finalement, il y a d'autres médecins qui viennent voir, puis il dit « Ah, mais c'est grave, on va vous faire prendre les radiographies. » Là, je dis « Écoute, ils ont déjà pris les radiographies. » Là, il va chercher, il dit « C'est vrai, on a effectivement votre nom, mais on ne trouve plus. » Là, ils ont cherché les radiographies de l'hôpital. Et patati patata. Tu sais, ben c'est ça, j'aurais dû rester couché, mais d'ailleurs, je suis resté couché. Et tant qu'à rester couché, j'aurais dû rester couché chez moi. Mais maintenant, après 3 choses, là, moi, couché. On prend plus de chance. Et gros encyclopédie dans le lit, là, puis couché. Puis si l'encyclopédie, là, il glisse à côté ou les pages reviennent, ah ben là, pas d'encyclopédie, rien. On prend pas de chance, le plafond peut tomber. Mais j'en fais pas une phobie. Sauf que c'est pas une question de phobie. Je suis pas synchronisé, là. Faut que je me recouche, faut que je dorme. Puis quand je vais me réveiller, là, je vais être synchronisé différemment. Puis là, ça va pouvoir fonctionner. C'est sûr que, en étant son propre patron, ça l'aide énormément. Parce qu'après au bureau, je rentre pas tout de suite parce que là, je suis pas synchro avec la vie. Fait que je me recouche, puis dans 1 heure, je vais arriver, OK? Là, c'est sûr, vous serez pas synchro du tout, là. Peut-être qu'il faut prendre la journée. Mieux vaut être malade que de passer pour un malade. T'appelles, tu dis que t'es malade. Mais c'est... Je parle de simplicité. Tout est décodable. Dernièrement, une personne elle a vu un intraterrestre. Bon, c'est dans le bois, c'est proche. Il ressemblait à l'ours d'AEW, T2, qui marchait à table. Mais là, elle nous décrit tout ça au complet. C'était la nuit, elle surveillait le feu pour qu'il se pousse, puis elle a vu ça. Bon. Et puis, elle nous décrit tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que un humain ne sait pas que plusieurs de ces êtres ressemblent à ça. Puis ont une démarche très dandinante. Ils savent pas ça, l'humain. Les Américains ont déjà capturé une grosse tête, etc. Bon, mais ils savent pas ça. En général, c'est pas de ça qu'on sait. Fait que la personne, pour qu'elle me compte ça, c'est qu'il a fallu qu'elle voie quelque chose. Avec son cerveau, qu'elle l'a vu, elle l'a pas vu avec ses yeux, mais quand même, bon. Elle l'a vu. Est-ce qu'elle est sûre encore aujourd'hui qu'elle a bien vu quelque chose? Peut-être plus. Le médiocrisme, ça faisait peut-être que oui. Mais la simplicité des choses, je regarde, ils semblaient tous les deux, là, puis elle cherchait s'il n'y avait pas de la route de bière pour leur randonnée. Mais finalement, ils ont arrêté, puis ils sont partis ailleurs. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu mets du bois dans le feu, tu es là pour garder le feu. Mais l'humain ne vit jamais rien de simple. C'est... On doit simplifier énormément, parce que si on ne simplifie pas, ben nécessairement, on ne peut pas toucher l'intelligence, parce que la complexité fait partie de toutes les membranes qui empêchent l'humain de se libérer. La complexité, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vous occupe. Donc la simplicité serait un moyen d'éliminer les schémas de... Ben, c'est pas un moyen. La simplicité, c'est une des résultantes. C'est un état d'être, c'est une des résultantes. Le moyen pour éliminer les schémas d'interprétation, c'est l'écœurement. Moi, je suis extrêmement écœuré. Ça ne m'empêche pas de m'amuser, ça ne m'empêche pas de rire. Non, mais l'humain qui n'a pas compris la mécanique, l'humain qui n'a pas la conscience de la mécanique, il pense qu'il a été écœuré, ça veut dire qu'il faut être écœuré de tout. Je ne suis pas écœuré de tout. Il y a des choses qui alimentent mon corps physique, j'en mange. Il y a des choses qui alimentent mon corps vital, j'en prends. Il y a des choses qui alimentent mon corps astral, pas mon ego, mais mon corps astral, j'en prends. Il y a des choses qui alimentent mon corps mental, j'en prends. Il y a des choses qui alimentent mon corps supramental, j'en prends. Ça ne m'empêche pas d'être écœuré de toutes les absurdités qui sont sur la planète. Et puis je commence à être écœuré. Il y a pas quelque chose. Il y a des... À un moment donné, il y a des... Oui, mais ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Non, ça change rien. Je veux pas être écœuré pour changer les choses. Je commence à être suffisamment écœuré que m'en changer des choses. Puis, pour être bien, pour être moi-même. Bon, il y a tellement, on regarde juste au niveau de la pédagogie au Québec, ils passent le temps à se plaindre qu'ils ont des problèmes avec les jeunes, ils passent le temps à inviter plein de monde qui leur explique qu'ils ne comprennent rien. Puis quand on s'arrange pour qu'ils m'invitent, moi on m'invite jamais.
puis il nous donne plein de raisons. Dernièrement, c'est qu'on a envoyé une lettre disant que les médias avaient un mutisme, puis il y a une personne qui appelle, puis elle dit qu'elle ne comprend pas que vous dites que les médias ont des mutismes, fait qu'ils vont m'inviter. Mais ils appellent à l'association des psychologues, l'association des psychologues leur dit que oui, mais ça c'est une théorie. C'est valable, mais c'est une théorie, c'est pas prouvé. Alors là, ils rappellent, puis ils disent que finalement, ils préfèrent ne pas m'inviter. Mais c'est ça le mutisme qu'on leur parle dans la lettre. Là, il y a une personne qui se posait la rappeler, puis elle a dit, écoutez, l'association des psychologues a dit que c'est une théorie, là. C'est comme si Augustin Roy dirait qu'une médecine douce, là, ça a de l'allure. Pensez pas que ça a de l'allure. Pour que lui dise ça, c'est que c'est bon en maudit. C'est bon en maudit. Fait que quand l'association des psychologues disent que la théorie des non-psychologues est valable, pensez pas que c'est juste ça. Pensez que c'est grand en maudit. Mais ça finit par en avoir ras-le-bol. Il va se passer, pas juste dans la société, là, mais à un moment donné, il y a l'écœurement, dans l'astral, ça bouge. Il y a bien des choses qui vont bouger. Sauf que l'humain doit être capable, tous vous autres, vous devez être capable de supporter votre écœurement sans vous déprimer. Je me déprime pas, moi, ça me donne le goût de tout casser, ce qui n'est pas correct. Mais je me lance pas en mission, ça sert à rien. C'est pas d'aller dire à autrui, c'est de te transformer toi. Puis les choses vont se placer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais comprendre que j'ai pas à parler de l'enfant Teflon, peut-être. Plutôt que de m'ouvrir toutes les portes. Je m'en fous de ce que je vais comprendre. Donc, je veux pas changer des choses. Fait que l'humain ne doit pas vouloir changer. À un moment donné, vous en avez ras-le-bol, ça va éclater. Quand ça éclate, ça doit éclater dirigé par l'intelligence. Pas dirigé par l'ego, c'est pas un éclatement de pouvoir qu'il faut faire. Je traite tout le monde d'épais, etc. C'est absolument pas ça. Les humains sont pas épais, ils sont manipulés, c'est pas eux autres. Tu sais, comme je disais à un moment donné dans un PMC+, quand vous avez des problèmes, puis que moi je vous dis que vous avez des problèmes, détestez-moi pas. Détestez l'astral, pas moi. Mais c'est la même chose avec l'humain. Quand l'humain ne comprend plus rien, ça sert à rien de leur donner de la marde aux autres et de les engueuler aux autres. On va aller taper la gueule à ce qui manipule, à l'astral, pas à l'humain. Ça, on perd notre temps, mais totalement notre temps. On fait mal à l'humain, puis l'humain, c'est nous autres. On n'arrive pas du tout à s'en sortir. L'humain est... Donc, on a vu que l'humain servait plusieurs maîtres. C'est-à-dire que c'était un laboratoire, puis qu'il y avait un paquet de tentacules branchés dans l'humain qui permettaient d'utiliser le laboratoire, donc les véhicules planétaires de l'homme, de la femme et de l'enfant, dans le but d'arriver à accomplir différentes choses, puis que l'homme, ce qu'il doit faire dans sa conscientisation, c'est de se dégager totalement de l'amplitude de cette utilisation pour parvenir à se centrer sur lui. Ça veut dire pour parvenir à couper tous les liens qu'il a avec les mécaniques qui se servent de lui. Mais on sait qu'il y a des mécaniques de gardiennage qui vont tout faire pour que jamais un humain se libère. Quand je parle se libère, pas dans le sens psychologique, mais dans le sens plutôt moteur. Arrive à fuir, à se dégager, à se désassujettir. Par contre, l'humain ne peut pas décider. Il faut bien comprendre la chose. Il y a une façon, un vêtement à mettre pour sortir de la prison sans que les gardiens nous arrêtent. Puis, si vous avez suffisamment d'ego, vous allez décider que vous ne mettez pas ce vêtement-là. Puis, il reste en prison aussi. Puis, il y a un endroit dans la prison qu'on a prévu, qui est un endroit qui s'appelle liberté. Puis, il y a plein de monde en prison là-dedans. Je pense libre. Puis, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ans, une vie, 2 vies, 3 vies, ils vont découvrir qu'il est encore en prison. Parce que l'humain, le travail, c'est exactement comme une abeille qui rentre dans une pièce, là, puis il y a une fenêtre d'ouverte, puis là, elle veut sortir dehors, fait qu'elle rentre dans les murs, elle frappe les plafonds, elle rentre dans les murs, elle arrête sur une table, elle se repose un peu, puis elle comprend pas le maudit monde. C'est l'univers qui l'entoure. Puis elle se garoche, paf, dans la fenêtre, c'est une qui est ouverte là. Puis là, elle recommence, elle traverse la pièce, elle va s'écraser là-bas. Là, elle travaille pendant une journée et demie dans le coin là-bas, à essayer de sortir. Là, finalement, elle va se réessayer là-bas. Mais tout est si simple, c'est ouvert. C'est ouvert. Oui, mais elle veut sortir par là. Ou bien non, elle veut sortir. Pas par, elle veut sortir. Fait qu'elle veut sortir. Bang, 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 elle veut sortir. Bon. À un moment donné, elle a une grosse élan, puis elle sort tellement vite par la fenêtre qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est sortie, puis elle est rendue dans la maison du voisin, elle passe bord à bord. L'humain doit être relax, l'humain doit, tu sais, tu peux vivre présentement, l'abeille, mettons qu'il y aurait du miel ou il y aurait ce qu'il faut pour qu'elle vive, elle n'a pas besoin de paniquer comme ça, là, qu'elle en profite un peu, puis qu'elle explore le territoire, puis à un moment donné, elle va trouver la fenêtre, elle va sortir, puis quand il se met à pleuvoir ou à faire froid, elle va revenir. Elle a une maison maintenant. Tous ceux qui sont pognés en dedans, là, la jalouse. Tous ceux qui sont pognés dehors, la jalouse. Et c'est tellement simple. Vous avez parlé aussi de la douceur. Qu'est-ce que qu'il faut être doux? Qu'est-ce que la douceur? Quelle est la relation entre la douceur
La douceur, j'aimerais mieux en reparler lors de la troisième partie, parce qu'on va en parler plus longuement. OK. La douceur, c'est un phénomène qui est extrêmement important, que les individus doivent exprimer rapidement. C'est une bonne clé pour faciliter énormément de digestion. On va parler de la mécanique de la douceur lors de la troisième partie. On va faire quelques questions, puis on reviendra sur la douceur lors de la... OK. Faut que tu les lises. Oui, parce que... Ah, ben, dans ce cas, En quoi la désinhibition est-elle reliée à la fusion? ben, en tout. Un être humain qui se fusionne se désinhibe, un être humain qui se désinhibe se fusionne. Sont ces deux démarches parallèles ou si l'une doit précéder l'autre? Non, c'est la même démarche expliquée de deux façons parallèles. Quand on parle de la fusion, on parle de choses qui sont pas trop terre à terre. Hein. On parle d'une relation énergétique entre un double éthérique constitué par l'anégoïsation de l'homme, c'est-à-dire par la fonte de ses mémoires qui vont créer un corps de lumière. Puis à un moment donné, le corps de lumière descend à travers l'ajusteur de pensée, puis va venir s'incorporer au corps physique pour le rendre luminescent. Donc, ça crée un double éthérique, ça crée un corps de lumière. Ce que les Nazariens ont connu, puis que quelques autres personnages ont connu dans le passé. Maintenant, la désinhibition, c'est la capacité de laisser l'intelligence nous traverser d'une façon pure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de coloration au niveau de l'ego, donc on a une âme pure, et l'intelligence traverse l'humain, la lumière traverse l'humain, puis elle n'est plus réfractée par quoi que ce soit, elle traverse. L'être humain qui est fusionné vit ça. L'être humain qui est désinhibé est nécessairement fusionné. Sauf que la désinhibition, c'est une mécanique qui est beaucoup plus psychologique dans son explication, donc c'est beaucoup plus accessible à un ego. Ce sont des mots qui vont permettre à l'ego de comprendre les autres mots qui permettent à la tête, à l'intelligence, au mental de comprendre la fusion. Alors, la mécanique de fusion, c'est quand on en parle au niveau de la conscience. La désinhibition, c'est quand on en parle par la conscience au niveau de l'ego. La désinhibition, c'est cesser d'être l'être ancien, cesser d'être pogné, cesser d'être mal pris, cesser d'être assujetti au schéma d'interprétation. La fusion, c'est exactement ça. La désinhibition, ça veut dire non, ne pas être assujetti au schéma d'interprétation, ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont. La fusion, c'est la même chose. Parce que, bon, il y a un bonhomme dernièrement qui est sous prison. Là. Il y a plein de personnes comme ça qui ont travaillé sur le rajeunissement du corps physique, qui ont eu des problèmes. La sens? Hmm? La sens? Non, lui, il n'est pas encore en prison. Parce que quand des individus travaillent sur le rajeunissement du corps physique, ils travaillent sur quelque chose qui pour tout le monde est impossible. C'est impossible de vieillir. C'est totalement impossible de vieillir. Alors c'est sûr que c'est impossible de rajeunir. Mais vu qu'on arrive à vieillir et que c'est impossible, on est capable de rajeunir. C'est la simplicité de voir les choses comme ça. C'est pas parce que tu le fais pas que ça se fait pas. T'es ton nombril, mais t'es pas le nombril du monde. Mais l'humain constate le vieillissement, ne l'explique pas. Hein? La science constate, la médecine constate qu'un virus te rend malade, mais elle ne l'explique pas. Ah, on va expliquer. C'est un virus, par exemple, c'est un antivirus. Il travaille dans la chaîne d'ARN, puis après ça, ça va se copier dans la chaîne d'ADN dans la cellule, ça va un peu, bon, comme le rétrovirus, comme le du sida, par exemple. Ah oui, explique là ça, OK. Et pourquoi il fait ça? C'est sa nature. Écoute, il est 11h30, là. Il a mangé. Prends un enfant qui n'a jamais connu que la ville, qui n'a jamais vu d'arbres ni de fleurs. Prends un petit morceau de bois, montre-le lui, puis dis-lui, je vais faire un miracle. Prends un petit morceau de bois, toi aussi, on plante chacun un petit morceau de bois dans la terre, point zéro rose. Puis là, moi, il sort une affaire là de ça. Ça pousse, des petites feuilles vertes. Il n'a jamais vu ça. Son petit morceau de bois, lui, il pourrit. Je comprends pas. Ah oui, mais quelqu'un d'autre va arriver et va dire, ah oui, mais un instant, ça c'est un morceau de bois, mais toi c'est une graine que tu as plantée. Ouais, mais l'analyse chimique des deux, c'est quoi la différence? Ah ouais, ben une graine, c'est sûr, ça va pousser. Non, l'analyse chimique des deux, c'est quoi la différence? On va dire à un moment donné, ouais, mais tes graines sont plus bonnes, c'est pour ça que ça pousse pas. Qu'est-ce qui manque? Ça pousse.
As-tu déjà essayé, toi, de prendre une graine, la planter à l'envers? Quand on plante des graines, Quand tu plantes tes carottes, c'est pas là avec une petite paire de pince, puis tu regardes, puis tu une loupe, et mets à l'empéré. Non, mais crime, sa racine pousse bord là, puis elle tourne. Ouais. Comment ça se fait? Ah, ben c'est parce que la plante, elle suit le soleil. À 3 pouces sous terre, là, essayez de suivre le soleil, vous allez voir. Ah, mais elle pousse quand même par en haut. Là, on a essayé d'expliquer que c'est parce que la plante fuit l'effet de gravité. Donc, comme la Terre la tire au centre, c'est pourquoi elle vire de bord. Pourquoi elle fuit l'effet de gravité, la plante? Le phototropiste, tu connais? Oui. Lui, il connaît le mot, en tout cas. Le soleil est là, la plante est ici, ben, elle se tourne vers le soleil. Puis quand le soleil bouge dans la journée, elle suit. Quand le tournesol fait ça, il y a pas paquet de plantes qui font ça. Ils ont des muscles? Non, il n'y a pas de muscles. Mais comment ils font pour se tordre au complet? Prends-la, là, mets-la là, elle revient là. Et le soleil, lui, il la touche pas, il se promène, elle suit, elle. Puis on trouve ça correct. C'est normal. Faut bien qu'elle suive le soleil, ça veut avoir des... Hein? Pourquoi on vieillit pas? Pourquoi on rajeunit pas? On vieillit. On vieillit parce que ça fait partie des processus habituels. Mais pourquoi on rajeunit pas? Même chose. C'est le schéma d'interprétation. Ça fait que l'humain vieillit. Rendu à un certain âge, l'humain est plus capable de comprendre une télécommande qui a plus que 4 boutons. Schéma d'interprétation. Je connais une personne, je la connais aussi, elle a, je crois que 50 ans. Puis dernièrement, elle s'est acheté un ordinateur. Puis elle est en train d'apprendre à fonctionner avec. C'est pas correct. C'est illégal. À cet âge-là, elle ne devrait rien comprendre. Puis il l'a refilé à un jeune. Mais elle n'a pas rencontré personne pour lui dire, ce qui fait qu'elle ne sait pas, fait qu'elle est en train d'apprendre. Oh, mais là, elle le sait maintenant. Ouais. Mais maintenant, trop tard. La première chose qu'elle a appris, c'est comment effacer un disque dur. Bon, on apprend comme on peut. Là, il a fallu qu'on remette des affaires, mais elle apprend. On fait une pause, vous avez des questions, vous les écrivez, on les répond plus.